cabinet immobilier Élite, CE International intervient exclusivement dans la construction des bâtiments et des immeubles. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal hebdomadaire. Voici les titres. La publication du chronogramme des élections futures continue de susciter de vives réactions chez les Maliens. Vous les attendrez dans ce journal. Ils sont de plus en plus nombreux ces jeunes qui vendent de l'essence dans des bouteilles au bord des routes. Vous apprendrez beaucoup de ce métier dans ce journal. La mort du président tchadien, le maréchal Idriss Déby, a secoué le Sahel, surtout le Mali. Nous y reviendrons avec plus de détails. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus, comme annoncé dans les titres. S'il y a bien un sujet qui fait couler beaucoup d'encre sur la toile, c'est bien le chronogramme des échéances électorales qui a été rendu public le jeudi 15 avril par le gouvernement. Les avis sont partagés chez les Maliens. Kassim Diabaté a pris l'avis de certains d'entre eux, suivant son reportage. L'annonce d'un calendrier électoral était attendue avec une impatience croissante par la communauté internationale. Ainsi, les autorités de transition dominées par les militaires ont dévoilé ce jeudi 15 avril le calendrier électoral qui permettra de sortir de la période ouverte par le coup d'État du 18 août dernier. Les premiers tours de la présidentielle et des législatives auront lieu le 27 février 2022 et l'éventuel second tour respectivement le 13 et 20 mars. Ce chronogramme suscite aujourd'hui des vifs débats dans la capitale malienne. Nous avons espoir que les élections peuvent se tenir. Les élections au Mali demandent l'implication des partenaires. Le budget est peut-être lourd pour le Mali, mais avec l'implication des partenaires financiers et techniques, nous avons espoir que les élections peuvent se tenir. Parce qu'il faut comprendre que la date n'est pas prise selon le bon vouloir du Mali seulement. Il y a des acteurs qui interviennent, qui sont hors du gouvernement, qui sont hors du Mali. Et avec leur décision de tenir les élections, moi je ne peux que dire que oui, c'est possible. Pour Cheikh Oumar Konaré, célèbre avocat, ce chronogramme n'est qu'à titre indicateur et il faut au préalable des concertations inclusives des forces vives de la nation pour la tenue des élections transparentes et sans incident. N'oubliez pas que le collège électoral doit être convoqué par décret pris en Conseil des ministres. Et par conséquent, le calendrier électoral qui a été publié est purement indicatif et peut être changé. Il y a beaucoup de choses à faire avant que l'on arrive à ce stade ultime de la transition. Il faut, à mon avis, rendre ces élections inclusives, ce qui passe par un dialogue renforcé avec l'ensemble de la classe politique. Il faut pacifier le territoire de manière que les élections puissent se tenir dans la paix, la tranquillité et la sérénité. N'oubliez pas que le premier critère d'un vote libre, c'est le fait de voter sans avoir des armes dans le dos ni sur la tempe. Selon ce vitrier, parler d'un chronogramme des élections générales à l'ère actuelle serait une manque de vision. Il faut donner un maximum de temps à la transition pour un toilettage complet du pays. Les autorités de la transition ne doivent pas penser à des élections maintenant. Elles doivent faire au moins 5 ans pour remettre le pays sur de bons rails. Car contrairement aux politiciens, ils font de leur mieux. Le M5-RFP, à l'instar de certaines parties du peuple, dit non à ce chronogramme et le qualifie de bâclage. Quant au gouvernement, il a démarré cette semaine les travaux du comité d'orientation stratégique afin de rallier les partis politiques déjà réticents. Les questions qu'on s'amènera à se poser sont: est-ce que la transition n'excédera pas les 18 mois? Est-ce que les Maliens auront droit à des élections libres et transparentes? L'avenir nous en dira plus. Comme prévu depuis la semaine dernière, un sitting s'est tenu ce jeudi 22 avril face à la direction générale de l'EDM, conduite par quelques jeunes réclamant l'électricité. Cette mobilisation a été réprimée par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogènes. Regardons les comptes rendus de Mamadou Bilali Koulibaly. Déjà à 10 heures précises, la devanture de la direction générale de l'EDM était investie, tant par les forces de l'ordre que par des jeunes venus réclamer de l'électricité. En effet, un sitting d'1h30 y était prévu. Très vite, le rassemblement est dispersé par la sécurité à l'aide de gaz lacrymogène.
Nous sommes sortis seulement pour montrer notre mécontentement pour 1h30. Nous avons été gazés. Certains de nos camarades ont été arrêtés. Nous demandons leur libération. Ce que nous voulons, c'est l'eau et l'électricité. 3 manifestants dont l'humoriste malien surnommé Chekinito sont arrêtés et seront libérés quelques heures après. Issa Kaba Siribé, l'un des initiateurs du sitting, s'indigne. Même les plus grands dictateurs ont autorisé les manifestations, surtout un sitting qui n'a rien à voir avec la violence. Ils ont venu nous gazer. Vraiment, on est désolé. Celui qui a donné l'autorisation, on va lui demander des comptes rendus. Pourquoi il a donné l'autorisation à ses forces de l'ordre de venir gazer un sitting? Ce n'est même pas une marche, un sitting. C'est vraiment ce pays qui est en train d'aller dans l'abîme. Les coupures d'électricité s'intensifient en ce mois de Ramadan. C'est la raison de cette mobilisation et la dernière sortie du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau n'aura rien arrangé. Le ministre n'a pas été convaincant dans sa dernière sortie. S'il n'a pas de solution, nous lui demandons de céder la place à celui qui en a. Sinon, fermons l'EDM pour de bon. Il est inadmissible de payer nos factures et rester dans l'obscurité. Ce groupe, dénommé désormais Collectif Stop Délestage, s'est dirigé vers la maison des jeunes de Bamako pour lire un communiqué de presse. Les exigences du collectif sont au nombre de 5. Nous, citoyens maliens soucieux de leurs droits et de leurs devoirs vis-à-vis de DMSA, réclamons, premier point, les excuses publiques du ministre de l'Énergie et de l'Eau pour les propos désolants qu'il a tenus au cours de sa conférence de presse. Deuxième point, la cessation immédiate des coupures d'électricité sur toute l'étendue du territoire national. Troisième point, la réparation des dommages occasionnés par ces coupures. Quatrième point, le respect des souscripteurs à travers l'annonce de tout délestage ou coupure d'électricité programmée. Cinquième point et dernier, la suppression de tous les groupes électrogènes dans les résidences des autorités de transition, à savoir toutes les institutions, et l'interdiction d'en utiliser un, même privé, pendant qu'on est en exercice de ses fonctions. Nous demandons à la direction d'EDM SA, au ministre de tutelle et au chef de gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les Maliens puissent avoir de l'électricité en permanence et que ceux qui n'en ont pas soient enfin desservis. Nous leur rappelons que l'électricité ne doit plus être considérée comme un simple produit de consommation, plutôt comme un vecteur prioritaire du développement du pays. À ce titre, nous rappelons à leur devoir premier, qui est d'assurer le développement du Mali, qui ne saurait se faire dans l'obscurité. Le collectif Stop Délestage prévoit de tenir de nouveaux sittings devant la direction de l'EDM, encore et encore, pour obtenir gain de cause ou faire partir le ministre Lamine Seydou Traoré. En attendant, les délestages continuent de plus belle, puisque les problèmes de connexion entre le Mali et la Côte d'Ivoire sont toujours d'actualité. Parmi les panoplies d'activités génératrices de revenus, le mois de Ramadan est un moment où certaines activités rebondissent en termes de consommation et d'autres prennent un coup d'arrêt. Suivons les détails avec Aminata Y. Koulibaly. Le mois de Ramadan est un mois très important pour les musulmans. C'est également une période où les étals des marchés deviennent bondés par toutes sortes de marchandises, parmi lesquelles les dattes, les quinqueliba, les fruits et légumes, entre autres. À cela s'ajoute également le changement des styles vestimentaires, surtout chez les femmes, par le port des hijabs, des voiles, des ayabas, qui sont d'ailleurs très vendus pendant ce mois. Alhamdulillah, le marché est bon. Pendant ce mois de Ramadan, nous avons beaucoup de commandes. La glace est une denrée précieuse dans un pays où les délestages sont fréquents, où le mois de Ramadan règne et où la canicule bat son plein. Pour bien la conserver, il faut une glacière. La commercialisation et réparation des glacières et congélateurs sont très rentables durant cette période. On n'a pas eu beaucoup de difficultés dans ce mois béni de Ramadan. Les frigos et les glacières marchent très bien pendant ce mois de Ramadan, car les gens en ont vraiment besoin. Si pour certains, le marché bat son plein, d'autres par contre connaissent des difficultés. Beaucoup de gens aimeraient faire des achats, mais le prix n'est pas raisonnable. Les temps sont durs. Beaucoup se plaignent du prix des marchandises.
Le mois de Ramadan opère un changement drastique chez les musulmans, surtout sur le plan culinaire que vestimentaire. Il intervient cette année durant une période où beaucoup se plaignent de la cherté des aliments et articles du marché, et également un moment rentable pour certains commerçants, surtout ceux qui ont migré vers les produits de l'air. Le commerce d'essence en bouteille est devenu aujourd'hui un petit métier relativement lucratif. Les jeunes n'ayant pas d'emploi n'hésitent pas à revendre quelques litres d'essence dans des bouteilles pour se faire un peu de sous. Plus de détails avec Fatoumata Drami. Difficile de faire 100 mètres sans apercevoir de petites stations d'essence. Au bord des grandes routes de nos quartiers, la vente d'essence en bouteille est devenue aujourd'hui un phénomène qui prend de l'ampleur dans la capitale malienne. Il suffit à ces jeunes quelques bouteilles et une pancarte où est inscrit le prix du litre. Ce petit commerce est beaucoup apprécié par les jeunes. Le prix est en effet fractionné chez les revendeurs qui offrent à partir de 200 francs, contrairement aux stations d'essence où le minimum de prix est de 500 francs. Ce qui fait que les revendeurs d'essence en bouteille sont plus convoités par les motocyclistes. Je prends de l'essence en bouteille car c'est ce qui m'arrange puisque je suis une élève. Je n'ai jamais eu de problème de résidus. De par sa conservation peu rassurante, les bouteilles contenant souvent de petits résidus de cailloux ou autres déchets, certains préfèrent se ravitailler dans les stations d'essence. Je prends de l'essence dans les grandes stations à cause de la qualité et c'est aussi très bien conservé, contrairement pour les bouteilles qui contiennent des petits résidus. Quelques rares fois, on se ravitaille dans les petites stations de bouteilles. Il est préférable de se ravitailler dans les grandes stations. Je me ravitaille souvent dans les deux côtés, mais très fréquemment, je prends de l'essence dans les grandes stations. Même si certains pensent que ces essences ne sont pas de bonne qualité, il faut reconnaître que ces petites stations sont moins chères. Pour éviter les déchets impropres, certains revendeurs proposent quelques mesures de protection et de conservation des bouteilles. Si tu ne prends pas soin de ton lieu de travail, tu auras toujours des difficultés. Moi, personnellement, je nettoie proprement mes bouteilles chaque 2 jours. Généralement, mes clients sont les étudiants et les chauffeurs de moto-taxi. La seule et grande difficulté que nous avons pour le moment, c'est les agents de mairie. Ils prennent nos essences au bord de la route sans explication. Nous n'avons rien compris. Par la grâce de Dieu, avec ça, je gagne bien ma vie. Même si certains préfèrent acheter leur carburant dans les stations Total ou encore Shell, de plus en plus de Bamakois sollicitent les essences en bouteille à cause de leur prix attrayant et abordable. À noter que cette activité s'inscrit aujourd'hui dans le lot des petits commerces de la capitale malienne. Le maréchal Idriss Déby, président tchadien, a été annoncé mort ce lundi 19 avril. Sa disparition soulève beaucoup de questions, notamment les circonstances de son décès et le vide qu'il laissera dans le Sahel. Daouda Kinda, analyste politique, répond à ces questions au micro de Mamadou Bilali Koulibaly. Il se trouve que Idriss Déby, comme à l'accoutumée, il avait tendance à aller lui-même sur le terrain. Tout est à croire qu'il y a eu des combats, des affrontements avec le mouvement rebelle. Il a été blessé lors de ces affrontements et il a succombé à la suite de ces blessures. Mais il faudrait quand même, ce qui est sûr, il faudrait mettre le doigt sur pourquoi fallait-il que le président de la République lui-même soit sur le terrain. Moi je crois que, contrairement à ce que beaucoup d'autres pensent ici au Mali, l'armée tchadienne était en difficulté face à ces rebelles. Les informations qui ont été données à Idriss Déby par l'entremise de la France ont fait état de toute une colonne d'armée, de tout un régiment. Donc moi je crois qu'Idriss Déby est allé sur le terrain, c'était seulement pour encourager aussi ses troupes, les galvaniser et aussi remporter une victoire décisive. L'impact de la mort d'Idriss Déby est d'abord un impact stratégique en ce qui concerne le G5 Sahel. On peut dire que c'était la colonne vertébrale du G5 Sahel, mais c'est la France qui a fait en sorte que le Tchad soit à l'avant-proue de ce G5 Sahel. Moi je crois que le sommet de Pau et le sommet de Djamena du G5 Sahel qui ont eu lieu tout récemment ont jugé nécessaire de mettre les armées du G5 Sahel au devant des actions dans le Sahel. Moi je crois que la mort d'Idriss Déby pourrait être un coup fatal à cette stratégie française dans le Sahel. Mais il se trouve que la France est toujours dans cette dynamique
de soutien d'un régime, c'est-à-dire le régime tchadien, et je crois que ça peut être contre-productif par rapport au futur du G5 Sahel. La guerre de succession est déjà ouverte. Idriss Déby, son clan, sa famille, sa femme, qui a joué un premier rôle lors des cérémonies d'obsèques, vous l'avez vu, c'est pas évident qu'une première dame joue un tel rôle. Ça laisse sous-entendre des choses. Il se trouve que le clan d'Idriss Déby, les Agawa, ne sont pas uniformes. Dans l'armée, il y a déjà un général qui a sonné les trompettes, comme quoi il n'est pas d'accord avec cette manière de succession, le général Idriss Diko. Et il y a d'autres officiers aussi qui ne rentrent pas dans le rang. Donc on peut dire que le Tchad, depuis 1990, est dans cette crise sempiternelle, de rébellion en rébellion. Et on peut dire que cela n'est que partie remise. Maintenant, retrouvez les nouvelles du Mali et du monde en bref avec les commentaires de Mamadou Bilali Koulibaly. Lundi 19 avril 2021, la Cour suprême malienne a rejeté les pourvois formulés par le procureur général près la Cour d'appel de Bamako dans l'affaire dite de déstabilisation de la transition. Après près de 4 mois de détention, les détenus Mohamed Youssouf Bathily, Mohamed Kone, Vital Robert Diop, Solomon Kansai et Agib Makital recouvre la liberté. Le chroniqueur de la radio Renouveau FM Ras Bach est même revenu mercredi 21 avril dans son émission Grand Dossier sur les circonstances de son arrestation et celles de sa détention depuis décembre. L'ex-premier ministre Boubou Cissé, accusé dans cette même affaire, a lui aussi été blanchi de tout soupçon. Santé. Depuis le jeudi 22 avril, 3 grands hôpitaux, à savoir le CHU Gabriel Touré, le CHU du Point-G et l'hôpital de dermatologie sont en grève pour 10 jours. Les agents réclament entre autres une sécurité, l'amélioration de leurs conditions de travail et l'acquisition d'un meilleur plateau technique. Quant aux usagers de ces hôpitaux phares, ils demandent aux autorités de la transition de trouver une solution avec les grévistes. En Afrique, le maréchal Idriss Déby Itno, président du Tchad, est décédé ce lundi 19 avril à Djamena dans des circonstances encore douteuses. Très vite, un conseil militaire de transition a été formé avec une dizaine de généraux et à sa tête, Mohamed Idriss Déby, fils du défunt. Selon les nouvelles autorités de la transition, Idriss aurait été tué sur les champs de bataille par des rebelles du FAC. Ses obsèques ont eu lieu ce vendredi 23 avril à Djamena en présence de plusieurs chefs de l'État, dont le président Bandaou et son homologue français Emmanuel Macron. La lutte contre le terrorisme au Sahel a été au cœur des échanges. Aux États-Unis, le 20 avril 2021, Derek Chauvin, après une journée de délibération des jurys, a été déclaré coupable de meurtre sur l'Afro-Américain George Floyd. La sentence, elle, sera connue dans 8 semaines. L'ex-policier a été en attendant incarcéré. La nouvelle a été accueillie par la joie des habitants de Minneapolis venus célébrer le verdict. Les faits s'étaient produits le 25 mai 2020 dans la même ville. En sport, l'arbitre française Stéphanie Frappard ne finit pas d'étonner le monde du foot. Après avoir été l'arbitre principal d'un match de Ligue des champions européenne, l'UEFA a annoncé ce mercredi que la jeune arbitre de 37 ans sera parmi les arbitres sélectionnés pour l'Euro masculine 2021. Une première aussi pour une femme dans cette compétition. C'est tout pour ce journal-là. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Actuel Média.